On peut commencer. Donc bonjour à tous. Rapidement pour se présenter, puis après on rentrera davantage dans le vif du sujet. Mais donc moi c'est Adrien, je suis principal au sein du cabinet. Je l'ai rejoint il y a quasi 5 ans maintenant. Je travaille plus particulièrement sur les sujets consumer goods, luxe et santé. Et avant d'arriver chez Circle, j'ai fait une école de commerce, comme peut-être pas mal d'entre vous. J'ai un master en droit des affaires, pas super utile, mais c'était intéressant à l'époque. Et j'ai commencé ma carrière au BCG avant de travailler dans le venture capital et pour boucler la boucle, d'arriver chez Circle. Et de mon côté, donc bonjour à tous, Lucie Campos, je suis consultante chez Circle Stratégie depuis 2 ans maintenant. Je suis rentrée en sortie d'études après avoir été diplômée de l'EDEC et j'avais fait différents stages en audit et en finance chez L'Oréal. Et donc depuis que je suis arrivée chez Circle, j'ai fait une dizaine de projets, tous très différents. On vous en parlera un peu plus en détail, mais dans des secteurs très variés, dans le luxe, dans la grande conso, dans la filière du recyclage en France, pour des instituts de recherche. Donc voilà, vraiment, ça montre un peu tout le panel de ce qu'on peut faire chez Circle, rien en peu de temps. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre 5 minutes de votre temps pour vous présenter rapidement Circle, pour ceux qui ne connaissent pas, Circle Stratégie, et après de passer quand même le gros de notre moment ensemble sur le case cracking pour essayer de vous accompagner au mieux dans les études de cas qui s'annoncent dans les semaines et mois à venir pour la plupart d'entre vous, je suppose. En 2 mots, Circle, on est un cabinet de conseil en stratégie assez récent. On a été créé en 2019. Aujourd'hui, on est une trentaine. La particularité de Circle, c'est qu'on est, pour ainsi dire, le bras armé du groupe Square Management, qui est dans Strat en tout cas, qui est un grand groupe de conseil en management qui fait à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un peu plus de 1000 consultants. Donc, comment on fonctionne? On fonctionne comme tous les autres cabinets de conseil en stratégie sur des missions à destination des C-level, comme on dit, donc des dirigeants, des membres de CODIR, de COMEX, en synergie tant commerciale qu'opérationnelle quand cela s'y prête avec le groupe Square Management. Et pour notre entité Strat, on opère sous 2 marques. Circle Stratégie, qui va être le conseil en stratégie le plus classique, ce sur quoi on va vous préparer aujourd'hui. On a également, depuis 2024, la marque Peval by Circle Stratégie, qui opère davantage sur tout ce qui est human capital, on va dire, et accompagnement de la transformation culturelle des organisations avec les COMEX, encore une fois. On est vraiment sur comment on fait pour que les stratégies percolent davantage en ayant ce volet culturel en plus. On est un cabinet français, mais on est amené à travailler un peu partout dans le monde. Donc là, récemment, cette année, on a dû aller au Ghana. Toi, tu as été à Bangkok, tu vas en parler juste après comme exemple. On a été en Afrique du Sud. On travaille pour des clients qui sont principalement français ou européens, mais qui nous emmènent dans leurs valises un peu partout dans le monde. Donc ça nécessite ou pas de prendre l'avion, mais en tout cas, on a un footprint de facto international. Et finalement, notre façon de faire, le point commun par rapport à tous nos clients, on parle de bold clients. Le point, en tout cas, nous, comment on essaie de se positionner, c'est surtout d'être un trusted advisor. C'est vraiment d'être à côté de nos clients, d'être là pour les accompagner, d'être des sparring partners, un peu skin in the game, comme on aime à le dire, pour avoir un niveau de proximité tel qu'on ait envie de continuer avec nous, au-delà du naming qui peut avoir de la valeur dans certains cas. Donc, un exemple concret de ce qu'on est amené à faire, ça va être des success fees, pour ceux qui sont un peu renseignés, qui permettent d'objectiver cette prise de risque qu'on cherche à prendre avec nos clients au quotidien. Et on va y revenir juste après, mais en termes de typologie d'acteurs qu'on est amené à accompagner, on est agnostique d'un point de vue sectoriel. De facto, on est quand même assez fort dans tout ce qui est consumer goods. Maintenant, voilà, si vous avez envie de travailler dans d'autres secteurs type TMT, B2B Services, Industry, on en fait également. Et surtout, le cabinet étant en croissance et ayant vocation encore à se développer, on a pour objectif de renforcer notre présence dans l'ensemble des secteurs qui sont listés ci-dessous. Comment on accompagne les C-level? De façon assez classique sur des stratégies de croissance. Ça va du plan stratégique au tout ce qui est due deal, M&A success, en passant par identification de nouveaux marchés et accompagnement sur des nouveaux territoires. Et également des aspects plus transformationnels autour du pricing, autour du digital aussi, autour de la construction de nouveaux business models ou autour des opérations. Donc voilà, à la fois de la stratégie vraiment by the book, plain vanilla, et des sujets plus de transformation, mais à l'échelle des CODIR, des COMEX, parce qu'à la fin de la journée, on reste sur des sujets qui empêchent les hauts dirigeants de dormir, et c'est pour ça qu'ils font appel à nous. Donc pour illustrer un peu et vous donner un exemple de mission, je vais vous parler d'une mission que j'ai faite il y a quelques mois, en juin dernier, pour un grand acteur français de la grande conso, et en Thaïlande, à Bangkok. Donc c'est une mission assez originale et qui était super intéressante. Pour vous donner un peu le contexte, donc notre client organise chaque année une convention annuelle qui réunit tous les dirigeants, les leaders, qui sont environ 200
de la région AMEA, donc Asie, Middle East, Afrique. Et c'est dans ce cadre-là où notre client a fait appel à nous pour préparer et organiser et animer un workshop d'une durée de 3 heures pour ces 200 leaders de la région AMEA. Le but dans tout ça, c'était de leur faire prendre une approche un peu différente et beaucoup plus axée sur la concurrence dans toutes les décisions stratégiques qu'ils sont amenés à prendre dans leur quotidien. Donc, je m'explique. D'autant plus quand on est un grand groupe international, il y a de fortes pressions concurrentielles, que ce soit au global, au local. Et tous les concurrents se demandent chaque jour comment est-ce que je vais pouvoir gagner des parts de marché, comment est-ce que je vais pouvoir dépasser mon concurrent principal. Et c'est justement ce qu'on les a amenés à faire autour d'un wargame. Donc, on a le principe du wargame, c'est que les participants se mettent dans les chaussures de leurs concurrents et essaient de mettre à mal, de disrupter la stratégie de leur entreprise. Donc nous, concrètement, on a travaillé pendant un mois à préparer ce wargame. Donc on a fait des recherches sur le marché pour comprendre en détail comment est-ce qu'il fonctionne, qui sont les différents acteurs. On a fait des profils concurrents pour faire en sorte que les participants puissent s'approprier pleinement ce rôle de concurrent qu'ils devaient jouer. Pour ensuite, sur place, pendant 3 heures, animer ce workshop. Donc, on était répartis en différentes salles. Et même moi, en tant que consultante, j'étais en charge d'une salle de 40 leaders de la région donc pour animer ce sujet. C'était super intéressant. C'était très impactant comme mission parce qu'on touche 200 dirigeants sur des problématiques qui sont super stratégiques. On leur apprend à penser autrement, à avoir un coup d'avance dans toutes leurs décisions qu'ils vont prendre. Le but, c'est d'être à la fois défensif, comment est-ce que je peux me défendre face aux actions de mes concurrents, mais aussi, euh, comment est-ce que je peux avoir un coup d'avance sur le marché. Donc, à titre personnel, j'ai trouvé que c'était super complet comme mission. D'abord en termes de recherche, de compréhension du marché, des marchés à l'autre bout du monde, des concurrents. Ensuite, en termes de problem solving, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on a beaucoup brainstormé sur le format, sur comment est-ce qu'on anime en termes de logistique, 200 participants en même temps sur ces sujets-là. Et bien sûr, sur place, en termes de communication orale et de relations clients, c'est assez inédit d'avoir la chance de pouvoir animer, dès le rôle de consultant, un atelier pareil. Et à l'autre bout du monde, qui plus est, en Thaïlande. Donc, c'est toujours bon d'allier un peu voyage à tout ça. Donc, voilà un exemple de mission qu'on peut faire chez Circle Stratégie. Parfait. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont remontées. Pas Sinon, encore. Je pense que je ce sera peut-être à propose, la fin, mais en tout cas, c'est très clair. super, dans ce cas, je propose de passer à l'étude de cas. Euh, le cas s'appelle GlassLex. Donc, comme vous l'avez compris, pour ceux qui ont vu la communication, on est autour du Tupperware, pour ainsi dire, en tout cas du verre. Voilà. Euh, Vous avez ici, du coup, le contexte. Je vais vous briefer en quelques mots. L'idée, c'est de vous accompagner au fur et à mesure, comme vous le seriez si vous passiez une étude de cas chez nous et je suppose dans la plupart d'autres de nos confrères. Glasslex, c'est un fabricant français du coup de verres thermorésistants, donc type Tupperware. Ils ont récemment nommé un nouveau CEO qui a l'ambition de, pour ainsi dire, faire revivre la marque. La marque, elle est connue pour des produits de très haute qualité, mais elle a une image un peu, on va dire, datée, et elle est sur un pricing très élevé. Or, on est quand même sur une tendance de marché sur ce secteur qui est au dumping avec l'arrivée de concurrents low cost via Amazon, via Alibaba, etc. Pour autant, ils persistent et signent dans leur sillon. Ils ont développé un nouveau produit, une nouvelle technologie, autour d'un verre incassable qui permet virtuellement d'avoir une durée de vie infinie, avec un coût de production qui du coup est un peu plus élevé, qui ne va pas aider sans doute nos histoires de pricing. Mais toute la question est là, le CEO vient nous voir pour nous demander est-ce qu'ils doivent ou non lancer ce nouveau produit et surtout en ayant un regard aigu sur est-ce que ça serait profitable ou pas de le faire. Ce qu'on vous propose, avant toute chose, c'est, par rapport à ces premières questions, de finalement de vous mettre dans la situation où vous êtes en étude de cas face à Lucie ou moi ou les deux. Comment vous structurez ce problème et quelles sont les portes d'entrée que vous voulez ouvrir pour le traiter. On vous laisse quelques minutes et après, peut-être que l'un ou l'une d'entre vous pourra prendre la parole et nous partager
sa vision des choses pour qu'on puisse rebondir dessus. Petite question, Adrien, Lucie, en général, quand nous on fait les études de cas, c'est vrai qu'on a une partie clarification et d'abord reformulation de l'énoncé, et ensuite un peu des questions clarificatrices avant de passer à l'approche et la structure. Donc je redis là, comme je pense qu'on a peut-être des personnes qui sont habituées de suivre. Est-ce que donc là, en général, toi, avant même de passer à ces 5 minutes là où tu nous fais réagir, on peut te poser des questions, un peu de clarification? Et j'allais venir justement, j'allais dire, mais je suis trop dans mon rôle, j'allais dire, vous pouvez poser des questions, évidemment, n'hésitez pas, donc c'est même bienvenu. C'est Parfait. prêt pour vous donner des tips pendant que vous continuez à travailler en parallèle. Évidemment, il faut poser des questions. Enfin, il faut. Disons que c'est pas mal vu de ne pas en poser. C'est-à-dire, si vous avez tous les éléments, il ne faut pas en poser pour en poser. Ça sonne très j'ai bien bachoté le truc et donc pas très naturel. En revanche, il vaut mieux poser les questions pour clarifier, quitte à ce que ça soit vous pensiez avoir compris et vous avez confirmation, plutôt que partir dans une mauvaise route. Donc là, en l'occurrence, si par exemple la façon dont j'ai exprimé le sujet à la fin, qui est est-ce que je dois lancer le produit et donc savoir s'il est profitable, ce n'est pas clair pour vous, relancer. La question, c'est est-ce qu'on lance le produit et comment on va arbitrer sur une notion de profitabilité. Il y a 50 façons différentes d'arbitrer ou 50 sujets différents. Dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que simplement une question de profitabilité, évidemment. Euh, pour le bien d'exercice, on simplifie ici. Et pareil, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on est encore dans une phase de développement? Est-ce qu'on veut investir dans la R&D? Est-ce qu'on se pose la question de façon plus précise, quels sont les canaux, etc. Là, on est vraiment sur assez en amont finalement dans l'histoire, est-ce qu'on veut le lancer ou pas? Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Si vous voulez proposer une structure aussi, ou lever la main si vous voulez même présenter directement à Lucie et Adrien votre proposition d'approche. C'est maintenant. On a une première question dans le chat, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, je vois sur court terme ou long terme. Euh, Profitable une fois que le projet est full ramp-up, on va dire. Donc effectivement, il y aura peut-être une phase dans les premiers mois ou la première année, on va monter en puissance. C'est plutôt quand on se met en rythme de croisière, est-ce qu'on est profitable ou pas? On a reçu une liste de 4 questions. Y a-t-il un marché pour ce type de produit? Ah oui, non, pardon. Je Une pense que c'est une proposition de structure. proposition de structure, donc on va attendre un petit peu avant de la détailler. Quel type de client nous adressons-nous? C'est un bon point. En termes de canaux de distribution, donc c'est un produit mass market. Donc le client final, c'est du B2C. Après, en termes de canaux de distribution, on aura un peu de D2C, mais on va passer principalement par des grands magasins type art de vivre. Donc effectivement, on a des canaux de distribution très B2B2C. Sur l'image de marque, premium ou pas premium, c'est à nous de voir. En l'occurrence, on a un produit. C'est une vision très ingénieure de la chose. On part du produit, en l'occurrence, donc on va les aider à tweaker un peu le truc. Mais on a une vision, quel est le produit, et après on verra par rapport à leurs armes actuelles, est-ce que c'est propice ou pas? Et est-ce que ça suppose ou non de tweaker en termes d'image? Bon, en l'occurrence, c'est quand même un de leurs core assets, cette notion de premium. Et ils ont un produit qui lui-même est assez premium, donc ça serait sans doute surprenant de vouloir tout casser en l'occurrence, dans le cas présent. Ce qu'on vous propose peut-être, c'est de passer à la correction pour pouvoir avancer sur le cas. Est-ce qu'une personne veut prendre la parole à l'oral ou sinon on rebondit sur la proposition de spectateur anonyme à 12h30? Partons sur spectateur anonyme. Hop. Du coup, la proposition était est-ce qu'il y a un marché pour ce type de produit? Les concurrents, que proposent-ils? Est-ce profitable? Et à la fin, quels sont les risques? Euh, Tout ça est évidemment pertinent. Donc, c'est des questions qui sont légitimes.
En l'occurrence, nous, comment on vous propose de structurer ça? Et c'est sans doute plus simple que pas mal de choses que vous pouvez voir. Quand on a une question de profitabilité, c'est de se dire, mais en fait, la profitabilité, c'est revenu moins coût. Je pense que vous l'avez tous en tête. Et donc, parfois, le plus simple n'est pas forcément le pire. Et en fait, en partant sur les revenus, combien je peux en escompter et les coûts, à quoi ça va ressembler, on va devoir de facto baliser des sujets comme quel est le marché, qui sont mes concurrents, du coup, quel est le price point un peu adéquat par rapport à ce marché, à ces concurrences, à cette concurrence. La profitabilité, en fait, une macro-question qui va englober tout ce qui vient en dessous. Et quels sont les risques, comment les atténuer, phase de test, etc. En l'occurrence, c'est des éléments qui sont pertinents, qui pourront être pris en compte dans la partie coût, sur la partie operational cost, CAPEX, etc. Cette dernière question est pertinente, mais elle vient en sus. En fait, quand je vois ça, je me dis, on est sur les bons sujets. Donc c'est bien, en tout cas, tu n'es pas à côté de la plaque et il n'y a pas de gros warning. Mais il y a le côté, j'ai appris par cœur ma structure et je n'ai pas réagi par rapport à la question qui était, est-ce que la profitabilité est bonne ou pas? Donc c'est pour ça, bien écouter ce qu'on vous dit à l'oral pour ne pas juste donner tel quel vos frames, mais essayer à minima les tweaker un petit peu. Mais les questions sont les bonnes, donc on pourrait avancer avec un frame comme celui-ci, il n'y aurait pas de problème en l'occurrence. Ce qu'on vous propose en l'occurrence, c'est on n'aura évidemment pas le temps de tout traiter, et en cas ce serait pareil, vous ne seriez pas amené à traiter l'ensemble des sous-points ici présents. C'est généralement de se concentrer sur un point donné. Là, on va vous amener sans doute là où l'intervieweur veut vous emmener. En l'occurrence, nous aujourd'hui, on a envie de travailler avec vous le pricing. Dans une autre cas, on serait parti peut-être sur une étude de marché, market sizing, puis un peu tendance de conso, etc. Ça aurait pu partir sur des coûts éventuellement également. Ça peut être assez intéressant de construire un PNL. Aujourd'hui, on va partir sur le pricing. Et alors là, c'est un parti pris, ça ne sera pas toujours le cas. En l'occurrence, on est sur une étude de cas où on a des documents. Il y a des fois où ça va être juste à l'oral, on va vous donner des informations, ça sera du ping-pong, vous aurez un peu de temps de réflexion. D'autres études de cas où on va vous dire, bah voilà un retour de l'étude de marché qui a pu être menée par nous-mêmes ou par le client. En l'occurrence, le client a mené une étude pour voir quelle était la sensibilité prix finalement sur ce type de produit auprès de ses clients actuels. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a testé différents prix en disant, bah, si je vous vends le produit en question à 10 euros, à 13 euros, à 17 euros, à 20 euros, à 23 euros, combien de ces clients sont prêts à l'acheter ou non? Sans surprise, on voit qu'évidemment, plus on met cher, moins il y a de gens qui sont prêts à le faire. Mais la question, du coup, c'est quel est le price point optimal? C'est-à-dire, on va maximiser la profitabilité. Pour vous aider à faire ce petit calcul, il y a deux éléments qu'on vous partage. Le premier, c'est plus de la clarification. C'est en fait, on va simplifier, il y a un seul format, un Tupperware de 1 litre, donc une belle bête. Et le deuxième point, c'est quels sont les coûts. Les coûts, c'est 5 euros, les coûts de production. Donc normalement, avec ce que vous avez là, vous devez être capable de déterminer finalement quel est le pricing qui permet d'avoir la profitabilité maximisée. On est sur un champ fermé, on pourrait tester le 11, 12, 14, etc. On va se dire qu'il n'y a que 5 entrées possibles, évidemment. Typiquement, Adrien, Lucie, en général, donc on est dans la peau du candidat. Est-ce qu'on doit vous dire à voix haute un peu le raisonnement qu'on va avoir ou on travaille un peu silencieusement? Quelle est la Alors là, en temps réel? ouais, t'as raison, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas dans le sens, à titre personnel, je parle que pour moi. J'ai pas de souci à ce que le candidat ait besoin de faire une introspection plutôt que rentrer dans son flux d'idées, quitte à se perdre. Donc, ça ne me dérange pas qu'un candidat commence à m'expliquer comment il va le faire. Et que Mm. solution en direct, mais voilà. Ou à l'inverse, qui disent, attendez, je préfère prendre 30 secondes. On va dire que le juste milieu, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 30 secondes de blanc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on n'a pas terminé, une fois qu'on a commencé à descendre sa pensée, on commence à l'expliciter à l'oral, même si on est encore en train de faire les calculs ou quoi. Mais le silence, ce n'est pas forcément un problème structurellement dans une étude de cas. Il y a une notion de fluidité intellectuelle, de capacité à réagir vite, c'est sûr, c'est aussi des choses qu'on va être amené à tester. Pour autant, voilà, trop vite, parfois, rime avec à côté de la plaque, souvent même. Donc, à titre personnel, j'ai pas de souci à ce que quelqu'un pose d'abord ses pensées sur un bout de papier. Super. En général, on est bien d'accord, on a juste un stylo et un bout de papier. Ça, c'est systématique. Et éventuellement, si on faisait celle-là, si on la faisait chez nous, en physique, vous n'auriez pas cette slide-là. En fait, on aurait imprimé l'exhibit à côté, donc on vous donnerait des feuilles de papier en plus, mais c'est nous qui vous les donnons. Ok. Et donc, vous n'auriez pas marqué en gros sur l'écran, voilà le contexte. Ce qui veut dire qu'il y a une qualité de prise de notes en direct, capter les informations, soit écrire très très vite, soit capter les informations clés, d'où les questions de clarification pour être sûr qu'on a capté les bons éléments. Mais effectivement, c'est un stylo, une feuille de papier et un échange entre deux personnes a priori bien câblées. Super.
Une nouvelle réponse de spectateur anonyme qui te propose. Et tu as une autre réponse dans le chat, je vous laisse regarder. Optimal price, 20 euros. Alors, typiquement, la question qui va venir, c'est le pourquoi. En l'occurrence. Mais c'est intéressant comme réponse. Euh, c'est pourquoi. Et limite, ce qui va nous intéresser le plus, nous, dans le cadre d'une étude de cas, c'est évidemment la solution, parce qu'on veut que le flux de pensée était juste de A à Z. Mais c'est aussi de voir comment les gens réfléchissent. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faudra expliciter finalement quel était son process. Donc, éventuellement, Abdelila, si tu veux, nous, soit par chat, soit en prenant la parole, nous expliquer comment tu es arrivé à cette solution. Barnabé, exactement. C'est bien. C'est exactement ça la méthodologie. Donc, à nouveau, calculatoirement, c'est pas très compliqué. Même si en temps réel, face à quelqu'un, on peut vite se retrouver stressé. Donc, c'est pour ça le calcul mental, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à renforcer pour que ça soit vraiment naturel chez vous. Parce que faut se dire qu'on est quasiment toujours moins performant que ce qu'on peut être à la maison quand on a une étude de cas. Et on n'a pas la calculette, évidemment. Donc, vous avez raison, pour tous ceux qui ont répondu, c'est 20 euros le prix maximum parce que le profit va être de 15 pardon, de 20 moins 5, donc 15 euros, fois 50%, donc pour avoir un profit statistique, effectivement, et donc on arrive à 7,5 euros, là où les autres seraient soit autour de 7, soit carrément beaucoup plus bas. Hop, vous avez juste après voilà, le calcul à faire. C'est pour ça que je vous dis les calculs, généralement, il peut y avoir des cas, ça m'arrive d'en faire, où les calculs sont un peu compliqués. C'est jamais rocket science, hein, mais ça peut être un peu plus compliqué par un côté un peu sadique de tester voilà, le calcul mental. Mais généralement, les calculs ne sont pas très compliqués. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout garder son calme et voir quel est le cheminement intellectuel qui vous amène à ce résultat. Et c'est là où, justement, ceux qui ont explicité marge fois risque statistique étaient complètement dans le vrai. Je vous propose de passer à la suite. Euh, on va vous redonner quelques informations en plus pour vous aider un peu, vous accompagner dans cette nouvelle phase. En l'occurrence, avant de lancer le produit, donc on a vu quel était le price point a priori optimisé, mais on se pose quand même des questions sur est-ce que ce prix qui est assez élevé quand même pour un Tupperware ou un Tupperware Live de 20 euros, quels sont les bénéfices, entre guillemets, attendus côté client qui peuvent justifier un tel prix. Pour faire ça, ils ont lancé une étude de marché, justement pour aller voir les consos et tester finalement quel est le niveau d'importance qu'ils mettent sur différentes fonctionnalités des produits. Et après, pouvoir voir quelle est la perception par rapport aux concurrents, évidemment, de notre produit et des produits concurrents sur ce segment, on va dire, premium. Donc voilà, donc là, on a vraiment le client, le CEO qui nous demande, aidez-moi à faire cette analyse de positionnement par rapport à mes concurrents pour, à la fin, proposer des recommandations. Ce n'est pas quelque chose qui est à plat. On va être dans un accompagnement étape par étape, mais in fine, c'est so what pour moi. Qu'est-ce que vous me suggérez comme prochaines étapes pour résoudre les problèmes éventuels qu'on va lever? La première étape, brain teaser, là, c'est à votre créativité. Selon vous, si je suis un client de ce type de produit, c'est quoi les fonctionnalités, les éléments qui vont être importants pour moi pour justifier le paiement d'un prix plus élevé? Là, en l'occurrence, sur ce type de questions, ça va généralement plutôt être du tac au tac, parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est vraiment structurel, on n'attend pas d'avoir une profondeur analytique énorme, c'est plutôt brain teaser, allez, dites-moi ce que vous pensez, quels sont selon vous les éléments qui sont importants. Et ce qui va être important dans ce cas-là, c'est de se mettre dans mettre différentes casquettes, pour ainsi dire. On peut partir sur quels sont les éléments de fonctionnalité. C'est un produit de grande consommation, je veux avoir un produit qui soit fonctionnel, donc voilà, tous ces éléments, on y reviendra juste après, mais des éléments de fonctionnalité, est-ce que qualitativement il est là? On peut avoir des éléments, on est sur un produit premium. Je vais beaucoup plus premium, mais sur un iPhone, on n'achète pas l'iPhone que parce qu'il est fonctionnel. Il y a pas mal d'autres choses qui sont véhiculées. Sur l'art de la table, il peut y avoir d'autres choses aussi. Hop. Durabilité, design, image de marque, éco-responsabilité, intéressant. La durabilité, facilité à laver, solidité, imperméabilité, facilité esthétique en cuisine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors, sur la première réponse de Abdelila, on était sur quelque chose qui est assez multifactoriel par rapport à ce que je disais, justement. Donc, il y a l'aspect un peu fonctionnel, est-ce que c'est durable? L'aspect plutôt sensibilité, est-ce que c'est éco-responsable? L'aspect plus image de marque, design,
En gros, est-ce que la valeur perçue finalement va au-delà de la valeur fonctionnelle du produit? Euh, Pareil, Justine, sur le côté esthétique en cuisine qui véhicule un peu ça, il y a le côté est-ce que c'est beau? Et du coup, est-ce que en fait, je suis prêt à payer plus parce que c'est beau? Sachant qu'il y a plus de profondeur évidemment que simplement le beau dans cette notion de valeur perçue projetée. Du coup, Barnabé, ce que tu proposes est très juste dans le sens de la durabilité du produit. Mais est-ce que simplement parce que c'est le produit le plus durable, on va être prêt à payer? Potentiellement pour certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui ne seront pas du tout sensibles à ça. Du moins, ça ne sera pas ça leur vecteur d'achat par rapport à un produit Tupperware de 20 euros ou a fortiori plus. Est-ce que la sensibilité prix nous permet d'aller au-delà? Euh, qu'on peut vous... Je ne sais pas s'il y a d'autres réponses qui viennent par ailleurs. Il y a une réponse en Q&A, oui, que tu as reçue de Noah, et il y a Hugo qui demandait, qui levait la main, donc je sais pas si c'est une erreur, Hugo, si tu veux prendre la parole. Euh, je sais pas si je permets. Hugo, je Bien vais te sûr, donner la avec plaisir. parole pour que tu répondes au tac au tac, en espérant que ce ne soit pas une erreur, parce que parfois... Ah non, c'est une erreur, ok, bah, C'était une erreur. C'était une erreur. Parfait. En tout cas, on a Noah qui répondait dans le Q&A. Je sais pas si vous avez vu les attributs potentiels. Résistance à la chaleur, design, made in, complètement. Qualité des matériaux. Qualité des matériaux, c'est intéressant parce que ça peut, d'autant plus avec les sujets PFAS actuels, ça peut embarquer des choses en termes de durabilité, mais aussi en termes de sanitaire. Donc, quand j'en reviens à ça, en fait, finalement, les attributs que vous allez mettre derrière, ils sont importants évidemment, mais surtout, c'est votre capacité à montrer que vous avez une vision un peu 360 d'un sujet qui va ici être important. Vu sur les réseaux sociaux, donc ça peut rejoindre un peu la notion de brand image et alors pas vu à la télé en l'occurrence, mais vu sur les réseaux sociaux, donc de pire, entre guillemets, tout ce qui va être autour de la recommandation. C'est une proposition qu'on vous fait. C'est non exhaustif. C'est pour ça que je vous disais, sur ce type de questions, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse. Et c'est pas grave si vous n'avez pas tapé l'ensemble des sujets qu'on aurait bien aimé entendre. En revanche, on va attendre de vous que vous vous enfermiez pas simplement dans les notions fonctionnelles, qui va souvent être le risque. C'est de se dire, c'est un produit premium. Je vous ai mis au début sur c'est incassable, donc on est quand même parti plutôt sur des features qui sont très fonctionnelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'évacuer, c'est évidemment important. Cette notion de résistance ou à tout ce qui est l'abrasion, potentiellement le côté est-ce que c'est facile à laver ou pas, évidemment. Enfin, vraiment, des choses du quotidien, c'est important. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le côté design, esthétique, il y a la brand image. On va avoir ce côté est-ce que ça résiste au chaud et au froid qui est plutôt fonctionnel en l'occurrence, mais on va avoir des éléments sur la couleur. On peut imaginer des éléments sur la forme. On peut imaginer des éléments sur des accessoires potentiellement. Euh, Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pertinent sur les termes, sur les Tupperware que vous avez actuellement. On peut se projeter au-delà, finalement, c'est au-delà de l'existant ou de l'éculé. Donc, dans ces moments-là, j'ai envie de vous dire, vous censurez pas parce que souvent, c'est le petit truc un peu out of the box que vous avez proposé qui va tiquer du côté de l'intervieweur et qui va se dire, ah bah tiens, c'est cool, ça, je l'avais pas entendu. Ça, je l'avais pas encore entendu. Et après, on se dira, bon bah, ok, en fait, c'est pas si pertinent que ça. Mais il n'empêche que voilà, ça aura résonné. Et sur les Tupperware, c'est pas pertinent, mais sur un autre type de produit, ça le sera. On voit les Crocs, c'était des produits ultra fonctionnels, c'est confort, c'est pour les infirmières du coup dans les hôpitaux. Maintenant, c'est un produit pop culture où on peut personnaliser à l'infini. Donc c'est pour ça. Le Tupperware, j'ai pas en tête exactement comment ils pourraient faire, mais on peut très bien imaginer qu'à moyen terme, ils arrivent à avoir des collabs avec, je sais pas quel. Il faudrait voir, soit c'est des maisons de mode, soit c'est plutôt des éléments type pop culture. On peut avoir des Lego, des Marvel. On peut imaginer à l'infini en fait. Ça dépendra de la segmentation qu'on fera derrière, mais à ce stade, comme on ne l'a pas encore adressé, vous ne restreignez pas en tout cas. Là, pour le coup, autant je disais tout à l'heure, parfois, il faut un peu canaliser sa pensée, autant dans ce type d'exercice, n'hésitez pas à être un peu fleuve et à proposer des choses. Ce qui peut être bien à la fin, c'est un peu ce que j'ai fait moi spontanément, c'est, quitte à être fleuve, à un moment donné, de vous arrêter et de dire, pas de recul, je viens de balancer 10 idées. Bah, en fait, dans les 10 idées, bah, il y a celles qui sont plutôt axées fonctionnelles, il y a celles qui sont plutôt axées design, il y a celles qui sont plutôt axées brand image, il y a celles qui sont pour se dire, bah, je suis capable finalement de repackager ma pensée autour d'objets qui sont un peu plus simples, et ça montre que vous avez ce pas de recul. Un, vous avez des bonnes idées, vous êtes créatif, ce qui est un peu ce qu'on cherche ici, et vous avez cette vision stratégique qui est comment rendre intelligible quelque chose qui était un peu fouillis initialement, ce qui est aussi ce qu'on va chercher. Il y a vraiment cette notion de synthèse qui font partie des critères que on va être amené à rechercher lors des entretiens. Est-ce que vous avez des questions, alors pas tant sur les items ici, mais plutôt sur ce que je vous expliquais, sur comment appréhender l'exercice si vous y êtes confronté en entretien? Est-ce qu'il y a un nombre un peu, tu nous dirais qu'il faut avoir au moins 5 attributs qu'on cite comme ça du tac au tac, comme tu as dit que c'était important la réactivité, la pertinence, mais aussi il faut être, j'imagine, concis et structuré dans la réponse. Est-ce que tu dirais qu'il faut avoir peut-être 5 ou 4 points ou 7 Ouais. Bah alors, j'ai pas un chiffre exact, il n'y a pas le golden figure comme ça, où c'est celui-là qu'il faut aller chercher.
Spontanément, j'aurais tendance à dire qu'en dessous de 3 c'est vraiment pauvre. Ça manque justement de créativité parce qu'il y a forcément plus que 3 trucs. Et à un moment au-dessus de 10 on commence à se perdre. Donc, spontanément, j'aurais tendance à dire que 5 c'est pas mal. Éventuellement, aller jusqu'à 7. Et par contre, ça peut être un coup à deux bandes. Si on commence par en lâcher 5, Mhm. on se dit, bah, en fait, ils sont en deux grandes parties. Comme ça, nous-mêmes, on a un peu de recul sur notre exercice. Et derrière, ah ben attendez, en fait, j'ai pas évoqué le sujet santé qui est un peu, on l'a entendu parce que vous suivez l'actualité économique, donc bah, tiens, la santé, j'en ai pas parlé. Donc la qualité des produits, j'étais sur un truc qui était plutôt orienté valeur perçue, il faut que ça soit un bel objet, mais en fait, non, il y a aussi le truc. Est-ce qu'il y a un risque que si je suis prêt, si je mets ce prix-là, c'est que j'ai les moyens de bien m'alimenter, donc j'ai envie d'avoir des produits qui sont sains, et donc j'ai envie que tous mes contenants soient sains eux-mêmes. Donc voilà, ça peut être aussi en plusieurs étapes. C'est pas on vomit entre guillemets 5 premières idées et après on lève le stylo, c'est terminé. C'est faut vraiment voir ça comme une discussion. Là, en l'occurrence, le fait qu'il y ait l'intermédiaire digital fait que ça facilite pas la chose. Mais dans les faits, il faut vraiment vous dire, vous avez en face de vous une personne qui, a priori, est bienveillante, a envie de vous faire réussir et est là pour vous apporter des réponses, pour vous accompagner dans votre raisonnement. Ça se veut interactif. D'où le fait que je disais, il n'y a aucun problème pour prendre 30 secondes pour poser sa pensée, c'est même assez sain. Mais il faut quand même régulièrement lever la tête et échanger avec la personne en face de nous parce qu'en fait, sans quoi, pour la personne en face, c'est ennuyeux. On va pas se mentir, ça joue aussi dans la perception de l'échange. Et en plus, ça vous permettra d'aller plus loin parce qu'a priori, il va vous manquer des éléments et c'est en réfléchissant, en discutant qu'on arrive à avoir des bonnes idées. S'il n'y a pas de commentaires, de questions, je vous propose de passer à la suite si tu veux la prendre. C'est bon. Euh, donc pour continuer, notre client a réuni plusieurs études qui ont été faites auprès des clients, des consommateurs, sur les principales caractéristiques qu'on a identifiées précédemment. Donc là, en l'occurrence, il y en a 6. Connaître leur niveau d'importance pour les clients et pouvoir se positionner Glasslex versus la concurrence, versus ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc pour ça, vous avez l'exhibit B sur la droite, donc qui reprend pour ces six principales caractéristiques, euh, donc de 1 à 10, comment se positionne Glasslex, comment se positionne la moyenne sur le marché, et de 1 à 5, quel est le niveau d'importance pour les clients. 5 étant le plus élevé, le niveau d'importance voilà, le plus important. Sur la base de tout ça, n'hésitez pas à prendre le temps de bien regarder en détail ces chiffres et de voir surtout pour notre client qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce que ça nous apprend. Et donc, concernant ces caractéristiques de notre produit, quelles décisions est-ce qu'on peut prendre, euh, qu'est-ce qui, au final, qu'est-ce qu'on pourrait modifier, quels sont nos points forts ou nos points faibles, et comment rendre nos produits encore plus attractifs tout en restant profitable, bien sûr, parce qu'il faut toujours garder en tête l'objectif principal de notre client, qui est lancer ce produit tout en restant profitable et en maximisant sa profitabilité. Donc là, en termes de comment traiter ce type de questions, c'est un coup à deux bandes. C'est d'abord vous l'approprier l'exhibit, voir qu'est-ce que vous voyez d'un point de vue un peu froid finalement, qu'est-ce qui ressort. Il y en a qui commencent déjà à commenter. C'est pertinent. Il y a d'autres choses à voir a priori là-dessus. Pour vous approprier la matière et potentiellement échanger sur vos réactions. Je conseille pour quand il y a pas mal de chiffres comme ça, de pour le coup pas être dans le tac au tac. Ce que je disais, le brain teaser, c'est très bien d'aller très vite. Quand on vous donne un papier comme ça peut valoir le coup de d'abord vous en imprégner, le lire en entier pour arriver avec une réponse un peu plus structurée. Et une fois que vous avez le diagnostic, il y a vraiment cette notion de, comme l'a explicité Lucie, de so what derrière. C'est pas simplement je vois que, c'est recommandation stratégique, ou en tout cas discussion pour aboutir à une recommandation stratégique avec votre intervieweur. Bah, qu'est-ce qu'on fait de tout ça finalement? Qu'est-ce qu'on recommande à Glasslex de faire dans leur contexte qui est on est premium et on a un produit qui est incassable? N'hésitez pas, hein, vous êtes plus de 40 connectés. Si quelqu'un veut nous présenter un peu sa réflexion à l'oral pour demander une prise de parole, n'hésitez pas. Mhm. Entre nous, on est là pour ça. Vous avez la chance d'être face à deux personnes qui peuvent vous faire du feedback ultra constructif et réel en temps réel. Donc, n'hésitez pas. Et pareil, si vous avez des questions de clarification sur le document, n'hésitez pas non plus. Parce que nous, ça nous paraît, enfin je dis nous, mais c'est en général l'intervieweur, ça lui paraît clair parce que vous êtes la 15e personne à qui il fait le cas. Il y a peut-être un truc qui n'est pas forcément clair ou parce qu'il l'a dit d'une façon un peu différente de d'habitude.
bah, pour vous, ça ne résonne pas. Donc les questions de clarification, c'est pas forcément que au début, et puis après, il faut prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte. À nouveau, si on passe la moitié du cas à avoir des questions de clarification, c'est un peu pénible. Mais en tout cas, il ne faut pas se censurer s'il y a une question sur 2 sur 10, est-ce que c'est la pire note ou la meilleure note? C'est bête, mais voilà, si ça permet de bien comprendre, c'est important. Bon, ça, en général, c'est très rapide, non? Adrien, Lucie, on voit cet exhibit, on voit très rapidement, je pense que les points, ils sautent un peu aux yeux. Tu dis, on prend quelques secondes de réflexion, mais après, en fait, j'ai vu que tu as mis 15 minutes de timing à gauche, c'est quand même un exercice plutôt rapide. Alors oui, 15 minutes, c'est trop long, en l'occurrence, surtout pour notre journée aujourd'hui. Oui, 15 minutes, oui. Clairement, on ne va pas prendre 15 minutes là-dessus maintenant. Euh, c'est rapide, oui et non, parce que on va dire que en fait, c'est la structuration de qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un truc, c'est à deux bandes. C'est d'abord qu'est-ce qu'on voit. Donc on voit Barnabé, tu as raison sur le pricing, on est largement en dessous. Il y en a d'autres où on va être meilleur que les autres. Tact, de toute façon, on n'est pas le produit médian par rapport aux concurrents, ce qui est intéressant. On a nos forces et nos faiblesses pour ainsi dire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et là-dessus, à nouveau, faut pas partir sur 10 minutes de méditation en interne, prendre 30 secondes pour y réfléchir et après commencer à tester, bah, voilà ce que je vois, et après commencer à rentrer dans une discussion, ça peut être pas mal effectivement. Donc là, typiquement, ça doit faire 2 minutes qu'on a commencé à lancer la chose. N'hésitez pas à commencer à répondre. Et encore une fois, même si vous n'êtes pas encore complètement au bout, mais en tout cas, qu'est-ce que ça vous inspire en termes de diagnostic, entre guillemets. Après, on pourra voir comment on bascule sur le so what, ou alors si vous avez déjà des recommandations, n'hésitez pas à nous les partager, que ce soit par écrit ou à l'oral, encore une fois, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un ou une courageuse qui veut se lancer? Sachant qu'encore une fois, il n'y a rien de rocket science là-dedans, hein. C'est vraiment juste, a priori, les chiffres, vous les avez tous compris. Donc, qu'est-ce que vous faites de données qui ne sont pas très compliquées en l'occurrence? Enfin, faible prix. On a aussi Bernabé qui a levé la main en parallèle, donc Bah, vas-y, Barnabé. Puis comme ça, assez chouette. Barnabé, je te permets de parler, je crois qu'il faut que tu unmute. Oui, vous m'entendez bien? Ouais. très bien. Ok, alors je pense déjà que ce qu'on peut voir, c'est que pour les companies performance, c'est noté sur 10, alors que pour l'importance pour les clients premium, c'est sur 5. Donc ce qu'on peut proposer déjà, c'est faire la conversion en fait pour les company performance sur une note à 5. Donc là, je pense que c'est assez simple, on peut faire une division par deux. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que, par exemple, le premier critère important, en fait, pour les clients premium, c'est le pricing. Donc, et là-dessus, bah, si on ramène à 5 sur une note à 5, Glasslex est à 1 sur 5. Donc là, très clairement, c'est la bête noire, on va dire, de notre client. Après, si on regarde Shock and Scratch Resistance, par exemple, là, on pourrait dire que Glasslex aurait une note de 4,5 sur 5. Et là, c'est un critère important pour le client, très clairement. Ils sont à 4 sur 5 et là-dessus, on mène plutôt bien. Pareil pour le Non-Stick Properties and Cleaning. Bah là, je crois que ça parle de soi. Enfin, les Glasslex, c'est le meilleur du marché. Littéralement, une note parfaite. Après, on peut voir que il mène aussi sur des critères que je qualifierais de pas trop importants pour le client. Enfin, par exemple, la customisation, il serait à 4 sur 5, mais c'est clairement pas important pour les clients. Pour eux, c'est 2 sur 5. Pour le design, pareil, c'est une importance plutôt moyenne. Donc, ce qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que peut-être que notre client pourrait, on va dire, sacrifier un peu une partie du design et de la customisation pour améliorer le pricing. Donc, c'est une piste d'amélioration que je verrai là-dessus, personnellement. Non, bah, du coup, très bien. Alors, j'avoue que le passage à diviser par deux,
Je suis pas sûr de l'intérêt, pour être franc, parce qu'en fait, c'est deux critères différents qui sont notés différemment, mais en soi, ils ne sont pas forcément à mettre sur la même échelle. C'est simplement, ça te permet de voir quel est le critère. En gros, le pricing est plus important que la customization. Dont acte, est-ce que c'est noté et à l'inverse, est-ce qu'on a 2 sur 10 ou 1 sur 5? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Donc cette partie-ci n'est pas forcément nécessaire, enfin même ne l'est pas. Mais par contre, la deuxième partie de ton analyse, je la trouve très pertinente. C'est exactement ça. C'est on se rend compte que sur le critère le plus pertinent, on est beaucoup moins bien noté que les autres. Donc même pour les clients premium, le prix reste l'aspect numéro un. Donc c'est quand même quelque chose à avoir en tête. On pourrait se dire en fait la sensibilité prix n'est pas importante si elle le reste. Donc c'est un vrai gros sujet. On voit que sur des sujets de seconde importance, on est très bon, la non-stickiness et la résistance. Donc ça, c'est important et c'est très bien d'être au-dessus. Et par contre, là où la conclusion est la plus intéressante, c'est ce que tu as dit à la fin, c'est est-ce que surperformer sur la customization, c'est vraiment ça qui va faire que nos clients vont venir nous voir? A priori, l'étude de marché qu'on a fait tend à démontrer que plutôt non. C'est aussi ce que disait Mehdi du coup en ligne, ce qui était très pertinent. Et donc là, on va rentrer dans des sujets plus, alors soit R&D, soit profondeur de la gamme de marché, soit voilà comment, d'un point de vue industriel, finalement, on peut réussir à baisser le coût de production et donc baisser le prix, tout en gardant un niveau de marge comparable a priori, pour, si ce n'est remonter à 6, en tout cas se retrouver peut-être à 4 ou 5, tout en gardant nos avantages compétitifs sur les éléments importants. Donc c'est exactement là-dessus qu'on veut vous amener. C'est, en nouveau, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est pas d'entrer dans un truc complètement descriptif de un item après l'autre, c'est plutôt on est nul sur le pricing, on est bon, on est les meilleurs sur des critères de second rang, on est aussi les meilleurs sur les critères qui ne sont pas importants. Bah, qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, on peut réajuster notre proposition de valeur. Ça, c'est une proposition de visualisation qui permet de le mettre en forme. On n'attend pas de vous que vous la fassiez en direct, celle-là, hein. Si vous la faites, c'est tant mieux, évidemment. Mais il n'y a aucun moment, j'attends qu'un candidat commence à poser un graphe comme ça face à moi en instantané. Mais ça permet de visualiser un peu le truc. C'est de se dire, en fait, je m'en fous d'être bien noté sur les critères pas importants et je vais être très bien noté sur les critères importants. Bah, on se rend compte que le critère le plus important à gauche, on est complètement en dehors du corridor de consistency. Et à l'inverse, sur le 3 et le 6, on fait de l'overkill. Donc, un désinvest, en tout cas, à envisager pour rebalancer sur le prix. Donc voilà, la conclusion était très bonne. Je pense que ta première étape intermédiaire n'était pas forcément complètement nécessaire. Donc là, à ce stade, l'étude de cas, pour que vous ayez en tête, quand on met 15 minutes, c'est pas 15 minutes pour que vous ayez 15 minutes pour phosphorer. C'est en gros, on peut aller jusqu'à 15 minutes d'échange pour arriver à cette conclusion. On peut vous emmener jusque-là. Dans les faits, vous n'aurez pas, vous, le timing. Premièrement, c'est dans notre tête à nous. Et deuxièmement, une étude de cas, généralement, c'est pas 45 minutes, 1 heure, c'est plutôt 25-30 minutes, ce qui oblige à aller plus vite. D'où le fait de cette notion d'agilité intellectuelle, capacité à répondre vite, sans se griller pour autant. C'est un peu ça la balance à trouver à un moment donné. Ce que je vous propose, si j'arrive à reprendre la main, c'est basculer du coup sur la question 5. Donc, dont acte, on a un pricing qui est pas dingo par rapport à nos concurrents. En gros, on est trop cher. On est plus cher que les autres. Donc, ce qui va nous réduire la taille de marché adressable, en tout cas comparativement à d'autres. Du coup, le client se creuse les méninges et il se dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas avoir un modèle de souscription? Pareil, c'est out of the box sur des Tupperware, mais bon, pourquoi pas. Pour avoir finalement un prix facial qui ne soit pas de 20 euros, mais qui soit simplement de 3 euros. On se dit, bah, on paye 3 euros par an pour son Tupperware. S'il est cassé, il est remplacé. Mais a priori, de toute façon, on est incassable. Donc, on parie sur la qualité du produit. Du coup, si on se met sur un business case à 10 ans et qu'on considère que les concurrents ils sont plutôt à 10 euros versus 20, selon vous, est-ce que c'est une approche qui peut être pertinente pour targeter les clients premium? Et à nouveau, si oui, pourquoi, comment? Là, on va dire, dans une sorte de second énoncé au milieu de l'énoncé. Donc c'est typiquement le genre de moment où ça peut valoir le coup de, si ce n'est poser une question, reformuler pour s'assurer qu'on a bien tous les éléments et qu'on a bien compris. Parce que je ne l'ai pas dit, mais des fois, juste reformuler ce qu'on pense avoir compris, ça a de la valeur pour montrer qu'on a été capable de hiérarchiser les informations et accessoirement s'éviter d'avoir raté l'éléphant au milieu de la pièce.
N'hésitez pas, évidemment, s'il y a des réponses, mais je comprends qu'il y a un tout petit peu de calcul, donc ça serait qu'il n'y ait pas de réponse qui sorte en 30 secondes. Par contre, si vous avez des questions de clarification, si l'énoncé vous paraît pas clair, n'hésitez pas à lever la main et à partager vos interrogations. Est-ce que c'est déplacé là, du coup, je me permets. Donc, Vas-y. première partie, je comprends très bien qu'il y a un calcul mathématique, ça c'est classique. Deuxième partie, c'est quand même de savoir si ce qu'on trouve après peut correspondre aux Clients Target Consumers. C'est pas un point qu'on a creusé jusqu'à maintenant dans le cas, on n'a pas vraiment de persona type. Moi, par exemple, tu parles d'un modèle d'abonnement, je me dis je suis totalement hors cible. Est-ce que là, ça peut être pertinent de clarifier un petit peu le persona, la typologie? Est-ce qu'on a enfin, voilà, un segment plus précis comme c'est du B2B2C? Ou c'est un peu enfin, t'es pas censé en fait avoir ça en tête. Non, non, tu peux le. En l'occurrence, c'est pas là-dessus que j'ai envie de t'emmener. Donc, je vais te dire, je vais te donner une réponse qui permet d'évacuer. Mais c'est complètement pertinent de se poser la question, effectivement. Parce que tu as raison, la souscription, a priori, c'est pas aux Galeries Lafayette que tu vas pouvoir souscrire à ton abonnement. Donc, ça sera sans doute plutôt sur le D2C que tu vas être capable de le faire. Donc, nous, en plus, il y a un sujet qui n'est pas simplement de prime, en fait, de marge, parce que les canaux de distribution ne sont pas les mêmes. Donc, dans les faits, dans la vraie vie, ça embarque beaucoup plus de choses. Et à l'inverse, comme c'est un modèle qui est nouveau, on aurait des frais marketing assez importants pour le faire connaître. Donc, bref, il y a plein de trucs qui sont embarqués. En l'occurrence, on va partir du postulat que les consommateurs ont une appétence égale, toute chose égale par ailleurs, entre la souscription et le fait d'avoir un achat one-shot à T0. Mais tu as raison, par contre, c'est des vraies questions à poser parce que si ça se trouve, j'aurais envie de t'amener là-dessus, ou parce qu'on a le temps et que tu as été rapide, bah tiens, on va s'amuser un peu, on va rentrer là, dans ces considérations aussi. Donc, c'est typiquement le genre de question où ça peut valoir la peine de le mentionner. Est-ce qu'une personne veut courageusement prendre la parole et proposer une réponse ou un début de réponse? Ou à défaut proposer une approche, même si les calculs ne sont pas encore finalisés, mais expliciter un peu comment il a commencé à adresser le sujet. Puis après, on pourra élaborer ensemble. Personne? C'est peut-être trop complexe à mettre par écrit, donc peut-être commence, Ouais. ça va Je peut-être peux. pendant que tu commenceras. Potentiellement, voilà. N'hésitez pas à prendre la parole à l'oral, effectivement, ça va fluidifier la chose. Mais là-dessus, comment on fait? On est sur un business case à 10 ans. Donc, et on a deux options. On a l'option souscription et l'option les concurrents qui font comme avant, qui vendent à 10 euros leurs produits, avec une durée de vie, donc un réachat régulier à prévoir. Donc on se place sur le temps de 10 ans. Moi, dans mon cas présent, sur notre produit, on dit bah, ça va coûter 3 euros par an pendant 10 ans. Donc ça va coûter 30 euros au client. Pareil, les questions qu'on pourrait me poser, c'est est-ce qu'il y a des notions d'actualisation des flux, plein de choses comme ça, parce que si on est sur de la vraie finance, évidemment, c'est pas pareil. Je vous répondrai, on va simplifier, on ne va pas actualiser les flux. Mais donc, c'est des genres de questions de clarification qui sont intéressantes à poser et qui, en l'occurrence, aura un impact assez profond sur le modèle. Mais on va considérer qu'on n'actualise pas, on va simplifier. Donc, c'est 30 euros pour le client et, et comme notre verre est incassable, il n'y aura pas besoin de racheter. Et donc, nous, ça ne coûtera pas deux fois le prix de revient du produit, c'est on donne une fois et en fait, on aura tué 30 euros en 10 ans, le toucher 20 euros. En face, les concurrents, qu'est-ce qu'ils vont faire? À T0, j'achète un premier Tupperware. Ça me coûte 10 euros. Très bien, au bout de 3 ans, il est cassé. Je dois en racheter un autre. Au bout de 3 ans, il est cassé. Je dois en racheter un autre. Et en fait, la vision de 3 ans, donc on pourrait se dire, c'est que, entre guillemets, j'en ai racheté 3, donc ça me coûte 30 euros aussi. Sauf que c'est une vision un peu, comment dire, dans ces cas présents, le but, c'est pas d'avoir quelque chose de linéaire comme ça, c'est de mathématiser le problème en disant statistiquement tous les 3 ans, ça veut dire qu'en fait, le renouvellement, c'est pas 3, c'est 3,33.
parce qu'en fait, la dernière année, elle compte aussi. Il y en a certains qui, en fait, certains vont avoir 5 ans de durée de vie, d'autres vont avoir que 1 an, donc c'est 3,33. Donc, en moyenne, ils vont devoir acheter 3,33 Tupperware sur 10 ans. À 10 euros, ça fait 33 euros 30 et 33 centimes. Donc, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que, facialement, avec toutes les simplifications que j'ai posées en parallèle et que, effectivement, il était légitime et même attendu de lever, euh, en fait, on se retrouve avec moins cher que les concurrents sur un laps de temps long. Et en fait, si on tire le trait au-delà de 10 ans, en supposant qu'on soit vraiment incassable à l'infini, plus on tire, moins on sera cher par rapport aux concurrents. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça veut dire que, a priori, c'est un modèle qui, d'un point de vue pricing, si on arrive d'un point de vue marketing à le faire connaître et à le faire comprendre, est intéressant pour le client final parce qu'il s'y retrouve et ça lui coûtera moins cher. Il faut réussir à faire percoler la souscription sur les Tupperware. C'est pas une mince affaire parce qu'en termes d'usage, c'est pas une évidence. Mais d'un point de vue un peu froid, prix, le client s'y retrouve et c'est moins cher pour lui en fait. Ce qui permet de faire valoir le fait que notre produit dure plus dans le temps et donc il y a cette valeur ajoutée en fait que vous allez payer plus cher à T0 mais ça va vous coûter moins cher dans le temps, ça permet de potentiellement l'asseoir encore davantage et potentiellement je reprends l'exemple un peu skin de game que je donnais sur Circle au début mais c'est un peu ce côté, si on le casse au bout de 2 ans, on va devoir en repayer un. Le fait de s'engager sur un temps long, ça montre qu'on est quand même très confiant sur notre produit parce que c'est à charge zéro pour vous, si c'était les 3 euros annuels, d'avoir un nouveau Tupperware si vous le cassez. Donc c'est un peu ce côté, on est tellement sûr d'eux qu'on est prêt à vous le faire à 3 euros par an. Bon, c'est une première réflexion qu'on peut amener dans le cadre d'une discussion. Évidemment, il y a une profondeur de champ qui est beaucoup plus lointaine et profonde. Mais voilà, c'est des choses où en brain teaser, en réflexion, un peu spontanément, vous pouvez commencer à les évoquer, à échanger avec votre intervieweur pour aller potentiellement, voilà le calcul, voilà le résultat que je trouve, et voilà ce que le calcul m'évoque. À nouveau, c'est toujours essayer de mettre un peu de so what dans votre discussion, parce que c'est là-dessus que nous, on trouve de l'intérêt et qu'on va se dire, vous réfléchissez bien et on se projette à vous mettre dans une mission qui est moins cadrée qu'une étude de cas. Donc, c'est toujours essayer de faire l'extra mile sur voilà le résultat diagnostic que je pose, qu'est-ce que ça m'implique en termes de recommandations et ou de prochaines étapes analytiques à mener. Et avec un peu de chance, en fait, vous allez anticiper sur la question suivante de l'intervieweur, et là, c'est banco. Il est 13h10. Avant de passer, ce qu'on vous propose sur les 5 minutes qui restent, c'est de vous présenter rapidement, si Circle vous intéresse, le processus de recrutement, pour que vous puissiez un peu voir comment vous pourrez être amené à nous rejoindre les mois qui viennent si vous souhaitez tenter votre chance. Mais avant ça, déjà, est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette étude de cas? Parce que la proposition première ici, c'est vraiment de vous aider à être plus outillé dans le cadre de vos études de cas, donc qu'on ait le maximum de temps pour vous aider tous dans vos questions. Et ça peut ne rien avoir à voir avec le cas qu'on vient de faire, évidemment. Ah, Cyril a levé la main, en espérant que Cyril, ce ne soit pas une erreur. Je vais te donner la parole. Il faut juste que tu unmute quand je te donne la parole. Je crois que tu es sur mute naturellement. Bonjour Cyril. Bon, on ne vous entend pas, Cyril. Sinon, vous pouvez mettre votre commentaire ou votre question dans le chat, n'hésitez pas, si le micro ne marche pas. C'est rédigé. Très bien. Super. En tout cas, en général, nous, ce qu'on voit hein, dans les webinaires qu'on fait, c'est qu'on a beaucoup de questions sur un peu la méthode un peu pratique de l'étude de cas, c'est-à-dire quand est-ce que je peux poser mes questions clarificatrices, est-ce que je peux prendre un peu de temps pour réfléchir ou je dois parler spontanément. On a beaucoup de questions sur les maths, sur à quel point est-ce que ça va être très dur, rocket science ou pas. Donc, je pense que vous avez vraiment abordé pas mal de ces points enfin, qui nous aident à se projeter et qui rassurent. Donc, s'il y a d'autres conseils comme ça, n'hésitez pas. Ouais, bien sûr. Lucie, n'hésite pas également si tu as des conseils à donner, parce qu'en plus, tu commences à faire passer des études de cas aussi. Donc, euh, mais spontanément, moi, en tout cas en termes de critères, au-delà de qu'est-ce qu'un recruteur attend ou un intervieweur attend, moi, ce que je vais attendre, c'est d'avoir des gens qui sont structurés, qui ont du business sense. Donc, on sent que sur une industrie qu'ils ne connaissent pas, ont des bons réflexes. Donc, ça suppose d'avoir de la lecture économique, potentiellement de se renseigner.
pas besoin de bachoter le casing point jusqu'à pas d'heure pour ça, c'est plutôt lire les échos, vous renseigner, enfin voilà, voir un peu la presse économique, qu'est-ce qui se passe en ce moment, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des rebonds sur des aspects technologiques aussi. Enfin, il se passe tellement de choses en ce moment que de toute façon, il y aura bien une fois où ça sera utile. Donc, est-ce qu'il y a du business sense? Est-ce qu'on est structuré? Est-ce que la discussion est fluide dans le sens, est-ce que j'ai quelqu'un qui réfléchit vite? Et réfléchir vite, à nouveau, ça ne veut pas dire répondre du tac au tac. C'est pour ça que je fais bien le distinguo entre les deux. Mais pour autant, voilà, est-ce qu'on a l'impression que la personne a vite compris les sujets et est capable de se mettre en situation pour apporter des réponses qui sont pertinentes? Et il y a une notion de créativité qui se teste plus ou moins selon les cas. Mais j'en reviens à ça, alors, si c'est complètement idiot, évidemment, censurez-vous. Mais généralement, ça peut être intéressant de proposer quelque chose qui n'existe pas actuellement, mais qui peut sembler pertinent par rapport aux éléments dont vous disposez, parce que, encore une fois, c'est une vision simplifiée de la chose, et c'est toujours intéressant d'aller le creuser. Est-ce qu'il y avait des erreurs éliminatoires dans ce cas? Parfois, on nous pose cette question-là en disant est-ce qu'il y a des... Ouais, déjà, est-ce qu'il y a des erreurs éliminatoires en cas? Et est-ce que là, vous en auriez vu? Alors, erreur éliminatoire en cas, alors, éliminatoire, c'est rare. Dans le sens, généralement, c'est plutôt un faisceau d'indices, on va le dire, pour un bon vocabulaire juridique, c'est une accumulation d'eux. Euh, mais des erreurs de calcul à répétition, c'est pour ça que je vous dis le calcul mental, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec ça, mais pas besoin de se mettre une pression folle, généralement, c'est pas très compliqué. Mais par contre, des erreurs de calcul à répétition, ça dénote soit un manque d'aisance là-dessus, soit du stress un peu trop important. Donc, dans tous les cas, ça peut, au bout d'une fois, on peut le passer, au bout de deux fois, ça commence à faire beaucoup. Euh, Ou des erreurs d'ordre de grandeur qui montrent aussi qu'il y a un manque de prise de recul. Euh, donc voilà, c'est pas non plus. Tu as raison, c'est un point important, c'est que quand on se trompe sur les calculs, moi, souvent, quand la personne s'est trompée, je ne vais pas lui dire tu t'es trompé, c'est plutôt qu'est-ce que tu penses du résultat. Parce qu'on se retrouve avec un rapport de 1 à 100. Et c'est là où le business sense est important, c'est avoir ce pas de recul pour se dire là, je sais que le résultat est faux. En fait, ça vient de moi. Je vois que le résultat est faux parce que ce n'est pas possible que ce soit le bon résultat. Bon, bah, très bien, maintenant, regardons où tu as fait l'erreur. Mais si la personne persiste et signe, ça dénote justement un manque de business sense au-delà d'avoir fait une erreur qui peut arriver à tout le monde, de se rater sur un calcul mental. On a tous été en entretien, on a tous été stressés. A priori, les gens en face de vous ont conscience de ça. Je vois qu'il y a la question, du coup, Cyril. Et vous avez le commentaire de Mehdi qui revient aussi, c'est marrant, qui recouvre un peu la question de Cyril, vous allez voir. Alors, attends, Cyril, merci pour la présentation très intéressante. Une question concernant l'approche mathématique. D'un point de vue calcul, la proposition d'abonnement paraît pertinente. En revanche, compte tenu de la nature de l'objet, il est peu probable que les clients fassent eux-mêmes ce type d'analyse. En termes de marketing, compliqué à mon sens de le comprendre. Est-il pertinent d'apporter ce point de vue lors de l'échange? Ça peut tout à fait. En gros, le cœur de la question, c'est quand même calculer la partie pricing. On a attendu là-dessus. En revanche, comment dire, compléter en disant, d'un point de vue prix, ça semble pertinent, mais il faudra explorer ça, notamment, en fait, au-delà de la sensibilité prix, est-ce que c'est un modèle qui correspond, comme tu le disais, Justine, par rapport aux personas cibles? Est-ce qu'on est sur, exemple, est-ce que c'est très black and white, mais est-ce qu'on est sur des jeunes qui ont 70 abonnements parce qu'ils sont abonnés à tout et n'importe quoi, et en fait, on est sur tout est plateformisé à présent, et tout est en abonnement et tout est en location, et donc finalement, pourquoi pas louer un top horaire alors que je suis déjà en leasing sur mon téléphone? Ou alors est-ce que mon persona, ça va être des personnes plutôt 40, 50, 60 ans qui commencent à s'y mettre, mais pour qui c'est beaucoup moins naturel? C'est une réponse comme ça à la volée, mais effectivement, c'est des questions qui sont importantes et qui sont pertinentes d'évoquer à ce moment-là de l'échange. Mais par contre, sous réserve d'avoir bien fait les calculs. C'est pour ça que le but, c'est pas de court-circuiter la question, c'est plutôt d'élaborer sur, par rapport à la question qu'on vous a posée, comment on avance dans le cas qui est apporter une réponse intelligente à votre client. Donc oui, c'est très pertinent. Et tu disais, Mehdi, également, le recours à la location pour un produit premium, ce type, qui est quand même cher, peu réaliste, elle permet l'être dans le cadre. Mais en B2C, hop, je reprends, ça a sauté en B2C où le client achèterait un ou deux Tupperware et plus réaliste à mon avis. Voilà, je suis aligné. Parce que c'est un produit qui n'est pas assez cher et en fait, limite, on s'en fout, on a un besoin de Tupperware aujourd'hui, on va l'acheter. Donc c'est pour ça ça peut marcher si on est vraiment sur une premiumisation, mais après j'aurais envie de dire, dans ce cas, si on monte encore le prix et qu'on va sur un segment qui est beaucoup plus niche. Mais effectivement, si on reste sur un mass market pardon, vaguement premium, ça sera compliqué. Il y a ça aussi, hein, les études de cas, parfois, le but, c'est pas d'avoir quelque chose qui est forcément parfait à la fin. Nous, on construit des choses pour vous tester, entre guillemets. C'est très bien de lever la main pour signifier que potentiellement, vous avez des réserves. Je vois une question sur le lien entre Circle et Square, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, Score Management, ça date de 2008, c'est conseiller en management. Donc, en gros, si vous voulez avoir le lien, si je la fais très simple, c'est comme entre un EY et un Parthénon, entre un PwC et un Stratend. On a, on a la branche Strat. Alors, et encore, EY et Parthénon, c'est un mauvais exemple parce que je ne vais pas rentrer, ils expliqueraient mieux que moi, mais ils sont structurés un peu différemment. Je pense que Stratend, PwC est un peu plus cohérent. Donc, il y a Square qui fait du conseil en management avec des forces sur le secteur financier, typiquement, d'où le fait qu'il faut qu'on se développe nous-mêmes là-dessus, sur tout ce qui est customer experience, sur supply chain, sur potentiellement des gros programmes de PMO, donc vraiment de la mise en œuvre de programmes de transformation. Et nous, on va être vraiment sur l'accompagnement des dirigeants. Donc, comment ça va se faire en termes de... Donc, c'est des équipes qui sont différentes. C'est-à-dire, si vous êtes chez Circle, vous ne serez pas amené à faire des missions Square et les gens chez Square ne sont pas amenés à faire des missions Circle. Il y a vraiment une sorte de Chinese wall parce que ce ne sont pas les mêmes missions, pas les mêmes profils qu'on attend, parce que ce pas les mêmes qualités qui sont attendues pour exceller dans le métier. En revanche, ce qui peut se passer, c'est d'avoir un chaînage dans les missions. C'est-à-dire qu'on fait une mission en strat qui appelle une mise en œuvre derrière, et à ce moment-là, c'est des gens de Square qui vont venir pour faire la PMO, l'implémentation. Et après, sur notre tambouille, sur du commercial également, évidemment, on a des réseaux qui peuvent être très complémentaires. Et nous, quand on rencontre des gens qui ne vont pas acheter des missions de conseil en strat, mais pour être des clients potentiels pour Square, ben, on les invite. Et réciproquement, quand ils rencontrent des dirigeants d'entreprise qui, en fait, n'ont pas des problématiques sur lesquelles eux peuvent répondre, ils nous invitent pour qu'on puisse les rencontrer et voir s'il y a des choses, comment on pourrait les aider à répondre à leurs besoins. Donc voilà, donc si vous voulez le schéma, c'est entre PwC et Stratène, des équipes différentes où on crée de la synergie dans le cadre de la vente de mission, dans le cadre de l'expertise aussi parfois, si on a un sujet Customer Experience chez nous, sans doute qu'il y a un principal ou un partenaire chez eux qui fait pas le même métier, mais qui en fait est extrêmement pointu et pourra venir nous aider. Moi, par exemple, en ce moment, je suis sur une mission de stratégie d'innovation. On a des gens qui sont des experts de l'innovation chez Square. C'est des gens que moi j'invite dans mes projets parce qu'ils vont être capables d'apporter cet extra mile que moi je n'aurais pas été capable d'avoir et d'être complètement complémentaire par rapport à mon cœur d'expertise qui est plutôt autour de l'accompagnement stratégique. On a débordé de 5 minutes. Je propose d'aller. Alors, je ne sais pas, la Justine, c'est toi qui es time Oui, keeper. en vrai, si tu veux nous dire un peu les opportunités, comment vous rejoindre, je pense que je vois qu'il y a encore beaucoup de gens connectés. C'est, à mon avis, c'est important comme mot de la fin. Parfait. Bah, peut-être assez rapidement comme mot de la fin. Donc, si jamais Circle vous intéresse et que cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à postuler. Nous, on recrute en continu des stages de fin d'études et des CDI. Et globalement, nous, les profils qu'on recherche, c'est donc des étudiants qui sont diplômés des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. On recherche une expérience significative au moins en stratégie, donc conseiller en stratégie ou en stratégie corporate finance ou startup. Donc, bien sûr, ce qui va avec, c'est des compétences analytiques, des compétences, enfin, voilà, un profil très complet, mais ça, je pense que ça va de soi. Et nous, surtout, chez Circle, on cherche des personnes qui vont être proactives, qui ont envie de s'engager dans le projet Circle pour participer au développement du cabinet, que ce soit en interne, qui vont avoir envie de prendre des responsabilités, mais aussi sur les missions. Et bien sûr, des personnes qui sont à l'aise en français et en anglais, parce que comme on vous l'a dit, et comme le montre la mission que j'ai fait récemment en Thaïlande, on est amené à travailler pour des clients souvent français, mais qui sont présents à l'international. Donc la plupart de nos missions se font en anglais. Voilà, donc n'hésitez pas à postuler si vous voulez. Pour le processus de recrutement, il se passe en 4 tours, à chaque fois composé d'une partie fit et d'un cas. La particularité du premier tour, c'est que le cas est toujours un market sizing. Il est un peu plus court que les autres cas, il dure une vingtaine de minutes. Et il est précédé d'un petit déjeuner, d'un coffee chat avec les consultants pour avoir une discussion un peu plus informelle avant l'entretien. Voilà, suivi des tours 2 et 3 assez classiques avec des partenaires principaux. Et le dernier tour avec Jean-Marc, notre CEO. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Et bien sûr, moi, je reste disponible aussi si vous avez des questions un peu plus précises qui vous viennent après coup. Je serai disponible pour y répondre. Oui, je pense que le mot de la fin, c'est on vous invite, alors évidemment à postuler, mais à contacter potentiellement sur LinkedIn des gens qui sont actuellement chez nous, qui ont été chez nous par le passé pour prendre un peu la température et vous renseigner sur la société. On sera collectivement ravis d'y répondre. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, ça fait partie de votre due diligence aussi pour voir à quoi ressemblent les cabinets, que ce soit chez nous ou chez d'autres d'ailleurs, et sentir si c'est un endroit où vous vous sentirez bien ou non. Génial. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous demander peut-être chacun un ou deux mots pour décrire Circle avec votre recul et votre expérience maintenant? Bien sûr, tu veux Oui, commencer?
Peut-être pour commencer, moi je dirais, il y a deux points qui me plaisent particulièrement chez Circle et qui sont les raisons pour lesquelles j'ai rejoint le cabinet. Le premier, c'est assez personnel, mais c'est la bienveillance. Moi, c'était un de mes critères principaux quand je recherchais un cabinet. Donc, je savais que je voulais faire de la strat dans un cabinet généraliste, mais dans un environnement où on nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Le conseil en stratégie, ça reste exigeant, mais je voulais le faire dans un cadre bienveillant où, en fait, j'ai envie de m'impliquer et de rester dans le cabinet plus que de faire, voilà, d'avoir 1 ou 2 ans d'expérience et de partir ailleurs parce qu'au final, c'est pas un environnement qui me correspond. Donc voilà, c'était le premier critère qui était super important pour moi et je trouve que c'est quelque chose, enfin, c'est une caractéristique qui est partagée par toutes les personnes qui sont, bah, enfin, par tous les consultants, senior consultants, managers, principal, partners, etc. Et le deuxième point, je dirais que c'est l'implication dans le cabinet et la responsabilité qu'on peut avoir. Là, on a parlé des missions, mais peut-être pour parler très rapidement, en parallèle des missions, tous les consultants, enfin même en fait tous les membres du cabinet sont impliqués dans ce qu'on appelle des streams internes. Donc ça peut être le recrutement, ça peut être le marketing, c'est les relations écoles, c'est le développement de la connaissance en interne. Et donc c'est des consultants qui sont à la tête de ces différents streams et qui travaillent pour donner de la visibilité à Circle en faisant des études, en faisant des posts sur LinkedIn, etc. C'est eux, enfin c'est nous les consultants qui sommes en charge du recrutement. Donc on nous fait confiance, on nous donne des responsabilités et on a vraiment l'impression de faire pleinement partie de ce projet qu'est Circle parce que si on le faisait pas, bah, enfin, voilà, c'est vraiment nos actions qui permettent à Circle de grossir et de grandir. Je suis complètement aligné. Pour compléter, un autre point pour moi, c'est les opportunités de carrière. Euh, on est une boîte qui est encore petite, enfin petite, en tout cas, on dit à taille humaine, mais en tout cas, on n'est pas encore l'usine, et je pense qu'on ne le sera jamais. En tout cas, c'est pas vers ça qu'on veut tendre, même si on a vocation à croître. Ce qui permet d'avoir des opportunités de carrière un peu sur mesure, c'est-à-dire que à la fois Circle sait responsabiliser les gens pour les mettre en situation de progresser, donc potentiellement de sortir un peu de leur zone de confort, mais avec bienveillance et l'accompagnement nécessaire pour que ça réussisse, ce qui permet de se tester sans doute plus rapidement que dans d'autres structures sur des choses qui sont un peu au bord du poste, on va dire, du rôle de pur consultant, ou du rôle de pur senior consultant, ou du rôle de pur manager, etc., etc. De tester, de voir son appétence, de voir sa qualité, et le cas échéant, quand ça crante, ce qui est souvent le cas, parce qu'on a des gens qui sont intelligents et capables, bah, en fait, d'avoir des accélérateurs de carrière. Pour parler pour moi, alors je suis arrivé chez Circle il y a 5 ans en étant experienced hire, mais j'avais que 3 ans d'expérience. J'ai rejoint senior consultant, je suis passé manager à la fin de la première année parce que j'ai été bien sur l'émission, mais aussi parce qu'on m'a donné l'opportunité de montrer que j'étais bon sur l'émission. Et donc, cette capacité à laisser de l'espace à chacun et à donner le contexte adéquat pour être capable de se développer, de prouver sa valeur et après d'accompagner tout ça pour ne pas créer de frustration, mais plutôt des accélérateurs de carrière, je trouve que c'est, en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, voilà, voilà, m'a touché directement et me donne envie encore de rester. Et je pense que c'est une des propositions de valeur aussi qui concerne pas mal de monde dans la société. Ouais, tout à fait, Aline. Bon, bah écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce déjeuner avec nous de manière virtuelle. Merci pour tous vos conseils. Merci pour cet exemple d'étude de cas qui était vraiment, je pense, très constructive et en plus assez holistique. On a pu toucher à pas mal de choses différentes. On a exactement la process pour candidater. On sait exactement à quoi s'attendre une fois qu'on candidate si on est convié à des entretiens. Pour rappel, cette étude de cas sera disponible sur YouTube très bientôt. Donc on pourra la revoir en replay et pouvoir re-accès à tout ce que vous nous avez partagé. Merci beaucoup Lucie, merci Adrien, à très bientôt et merci à tous pour votre participation. Merci à tous et merci Merci. Justine pour Au l'organisation. revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.